Ces 7, 8 dernières semaines, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que les Américains ont développé? Qu'est-ce que nous, on a obtenu? Qu'est-ce qu'on a construit? Qu'est-ce qu'on a ajouté à nos forces qui pourrait vraiment changer le résultat par rapport à la campagne aérienne de 5 semaines qu'on a menée en mars et en avril? Rien. Il parle d'introduire, comment ça s'appelle déjà, le Black Eagle, ou peu importe, ce missile hypersonique. Il parle de l'utiliser. Oui, oui, oui. Laissez-moi vous dire quelque chose. Doug McGregor vient tout juste de m'envoyer ça pendant qu'on était à l'antenne. Je pensais peut-être m'en servir, mais je l'ai trouvé intéressant. Et je parie que vous aussi. C'est une déclaration de Ben Gvir, il y a seulement quelques minutes. Il dit, « Monsieur le Premier ministre, vous avez dit qu'un Premier ministre fort dit oui au président des États-Unis quand c'est possible, mais non quand c'est nécessaire. Eh bien, c'est le moment de dire non à notre ami, le président Trump. C'est le moment de faire ce qu'il faut, ce qui est nécessaire, frapper le Hezbollah, libérer les mains de nos combattants et rétablir la sécurité dans le Nord face au Hezbollah. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Et bien sûr, on va toujours l'écouter. Pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est ce que le président Trump a publié sur Truth Social. Il dit avoir eu un très bon échange avec Netanyahou et qu'il n'y aura pas de troupes envoyées à Beyrouth. Les troupes, au contraire, rentrent. Mais de l'autre côté, Ben Gvir dit « Oui, c'est le moment de lui dire non ». Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oui, enfin, pour les Israéliens, on peut presque, je ne sais pas trop comment le dire, mais on peut presque avoir de la sympathie pour eux, rien que parce qu'ils doivent gérer Donald Trump, non. Enfin, moi, j'en ai pas, évidemment. Mais quand même, cette idée qu'ils doivent composer avec un type pareil. C'était quoi, il y a 5 ou 6 jours? Donald Trump a publié un message disant que l'accord était prêt, le 23 mai. Il disait que tout était quasiment négocié et qu'il ne manquait plus que son approbation. Oui, je m'en souviens très bien, parce qu'au milieu de tout ça, il y avait ce passage, ça me fait encore rire à voix haute, où il parle de tous les navires et du fait que les équipages vont pouvoir rentrer chez eux, retrouver leurs femmes, grâce à moi, votre président préféré. Comment on fait face à quelqu'un comme ça, hein? Comment on gère vraiment ça? Si vous êtes un adversaire, c'est une chose. Vous avez affaire à un fou. Mais si vous êtes un allié, là on revient à Henry Kissinger. Il disait qu'il est dangereux d'être l'ennemi de l'Amérique, mais mortel d'en être l'allié. Et donc, quand vous avez un empereur fou aux commandes, encore une fois, je n'ai aucune sympathie pour les Israéliens dans cette histoire. Mais on peut comprendre que, mon Dieu, avec ce type, toutes les 15 minutes, il balance quelque chose de nouveau sur les réseaux sociaux, et ça contredit ce qu'il a dit juste avant. Ben Gvir, bien sûr, c'est attendu. Ben Gvir, c'est un psychopathe. C'est même, enfin, c'est un terroriste condamné. Est-ce que vous avez un peu de sympathie pour Trump, vu qu'il doit gérer cette situation avec lui? Enfin, je veux dire, je pose juste la question. Non, je ne pense pas, parce que Donald Trump s'est mis lui-même dans cette situation, non? Je veux dire, Donald Trump, ce sont les Israéliens qui doivent composer avec les Américains. Les Américains, eux, n'ont pas à composer avec les Israéliens. Bien dit. Nous avons d'autres options. Oui, d'autres, tu vois? Ce n'est tout simplement pas dans notre intérêt stratégique, ni dans notre intérêt moral, pour toutes sortes de raisons. Mais pour les Israéliens, eux, ils sont coincés avec Trump. Et puis tu sais, Ben Gvir, il a été condamné comme terroriste par un tribunal israélien. Lui et Bezalel Smotrich font l'objet d'une enquête de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, ce qui pourrait mener à l'émission de mandats d'arrêt. Il y a d'ailleurs déjà des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. Et Bezalel Smotrich, au passage, a défilé à la parade de la Journée d'Israël à New York, aux côtés d'une série d'autres, disons, criminels de guerre
et aspirants criminels de guerre venus d'Israël pour participer à ce défilé à New York. C'était le défilé, bien sûr, celui pour lequel le maire de New York a été critiqué dans tout le pays parce qu'il n'y a pas assisté. Mais franchement, pourquoi l'aurait-il fait quand Bezalel Smotrich et beaucoup d'autres, disons-le, criminels de guerre israéliens en faisaient partie? Donc oui, mais enfin, cette année encore, Danny, on en revient à cette idée. Pour les Israéliens, c'est la meilleure occasion qu'ils aient eue. Leur vision d'Israël, du grand Israël, c'est de prendre ce qu'ils estiment nécessaire, d'achever leur domination au Moyen-Orient, d'atteindre leurs frontières bibliques. Pour le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, celui qui est au pouvoir en Israël depuis la majeure partie des 40 dernières années, ou du moins qui semble y être depuis tout ce temps, c'est inscrit dans leur charte. Il doit y avoir une souveraineté israélienne du Méditerranée jusqu'au Jourdain. Et pour y parvenir, il faut terminer la conquête de la Palestine. Et pour ça, il faut isoler les Palestiniens. Pour y parvenir, il faut par exemple créer des zones tampons au Liban et en Syrie. Il faut aussi écarter l'Iran du jeu. Stratégiquement, c'est l'occasion que les Israéliens attendaient depuis très longtemps. Maintenant, si on parle du mouvement des colons, mais aussi d'autres groupes à travers Israël, y compris des membres du Likoud comme Benjamin Netanyahou, l'idée du Grand Israël, et je devrais dire l'idée même du Grand Israël, c'est quelque chose qu'aucune personne ayant un poids politique en Israël ne conteste. Le Grand Israël est soutenu par tous les politiciens israéliens qui comptent vraiment. Mais vous savez, cette idée selon laquelle, voilà, c'est notre chance d'obtenir ce que le Grand Israël est censé être. Si on remonte à 120 ans, 110 ans, 100 ans, Herzl, Jabotinsky, enfin tous les premiers sionistes parlaient du Liban comme faisant partie du Grand Israël. Donc, vous voyez, cette idée d'avoir enfin cette opportunité rendue possible par les attaques du 7 octobre, de la mettre en œuvre, et puis, avec Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est intéressant de se demander jusqu'où ils auraient pu aller si Harris avait gagné. Je pense que ça a probablement joué un rôle. Je ne sais pas s'ils auraient eu cette guerre avec l'Iran sous Harris, mais ils auraient certainement trouvé un moyen d'envahir le Liban, d'une façon ou d'une autre. Oui. Je veux dire, l'administration Biden, d'après ce qu'on sait, Brett McGurk et Amos Hochstein, les deux principaux conseillers de Biden pour le Moyen-Orient, ce sont eux qui ont donné le feu vert aux Israéliens pour lancer leur invasion en 2024, ainsi que pour toutes ces opérations, ces tueries et tout le reste. Donc, je pense que l'administration Harris aurait laissé les Israéliens poursuivre leur conquête du Liban, aurait maintenu leur zone tampon en Syrie, et leur aurait dit, en gros, continuez votre annexion de la Cisjordanie, mais faites-le discrètement, qu'on n'en entende pas parler. Autrement dit, ça aurait ralenti un peu leur annexion de la Cisjordanie, mais je ne pense pas que l'administration Harris l'aurait vraiment empêché. Pas de manière significative, en tout cas. Mais je ne sais pas si l'administration Harris aurait accepté de participer à la guerre contre l'Iran. Je veux dire, Biden ne l'a jamais fait, donc il avait ses limites. Alors peut-être que, oui. Eh bien oui, je veux dire, enfin oui. Et même quand on regarde des gens comme Sullivan et Blinken, tous ces gens que toi et moi on n'aime pas, disons-le comme ça, eh bien, je ne pense pas qu'ils auraient accepté quelque chose comme ça. J'ai très peu de respect pour ces hommes, vraiment très peu. Mais je ne crois pas qu'ils auraient suivi une telle idée. Oui, ils ont juste quelques limites, et ça, c'est pas bien. Oui. Mais ça montre quand même qu'Israël aurait pu obtenir ce qu'il voulait sans attaquer l'Iran. Et je pense qu'ils auraient probablement pu le faire, et que ça n'aurait sans doute pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et puis il y a toujours cette ombre, cette menace de guerre. Mais bon, là évidemment,
Je suis juste en train de réfléchir dans le vide, de spéculer, parce que oui, clairement. Bon, laissez-moi vous demander encore une chose. Dans les quelques minutes qu'il nous reste avec vous, c'est un peu une question inattendue, un sujet dont on ne parle pas beaucoup dans les médias américains, mais qui attire davantage l'attention dans certains médias régionaux. Et de plus en plus de gens commencent à s'y intéresser, ceux qui suivent vraiment la situation, parce qu'ils s'inquiètent de ce qui se passe du côté de la Turquie. Quelle est, selon vous, la place de la Turquie dans tout ça? Parce qu'Israël a déclaré à plusieurs reprises, du moins certains dirigeants ces derniers mois, qu'une fois l'Iran réglé, il se tournerait ensuite vers la Turquie. Comment cela se reflète-t-il, d'après ce que vous savez, dans ce qui se passe actuellement en Turquie? Alors, les Turcs, vous savez, n'ont pas... Pardon, j'ai un chien sous le bureau, donc... Enfin bref. Les Turcs n'ont pas fait autant de bruit publiquement à ce sujet qu'ils l'avaient fait pour Gaza. Bien sûr, pour Gaza, ce qu'ils ont fait, c'était surtout du bruit, essentiellement. Et c'est pareil pour le Liban, en 2024. Les Turcs ont beaucoup parlé de ça. Erdogan, vous savez, disait qu'il allait faire quelque chose. Mais évidemment, les Turcs n'allaient jamais envoyer leur F-16 au-dessus de Beyrouth, ou quoi que ce soit du genre. On est très loin de voir ça. Les Turcs ne sont pas amis avec les Iraniens. Et les Turcs, eux, comprennent très bien qu'Israël les voit, comme vous venez de le dire, comme la prochaine puissance avec laquelle Israël devra se mesurer pour maintenir sa domination. Les Turcs, vous savez, ont certainement la plus grande armée de l'OTAN après les États-Unis. Ils se voient non seulement comme une puissance régionale, mais aussi comme une puissance mondiale en devenir. Mais ils comprennent aussi qu'ils ne peuvent pas affronter les États-Unis et Israël d'une manière qui aurait un véritable impact. Donc, je pense qu'Erdogan et le gouvernement turc vont publier des déclarations. Ils vont essayer de présenter Erdogan comme le protecteur des peuples musulmans, de rappeler l'époque de l'Empire ottoman, quand il y avait, dans l'ensemble, la paix dans de nombreuses régions de cet empire pendant de très longues périodes. Et ils vont tenter d'imposer la Turquie comme le leader naturel du monde musulman, au Moyen-Orient ou même au-delà, après cette guerre. Je pense qu'il y a beaucoup de prudence en ce moment, beaucoup de calculs, beaucoup de positionnement. Vous parlez de ceux qui jouent la carte du long terme avec l'Iran. Mais dans quelle mesure la Turquie ne serait-elle pas, elle aussi, en train de jouer ce même jeu, en se disant « Très bien, laissez-vous frapper mutuellement, affaiblissez-vous tous les deux, et quand tout sera en ruine, moi je viendrai prendre de la hauteur. » Oui, je pense que les Turcs... Enfin, l'idée que les États-Unis se retirent de la région et que les Turcs se retrouvent dans cette position, à la fois sur le plan militaire, mais aussi par rapport à la place de la Turquie dans le monde, c'est-à-dire sa position sur la mer Noire, sur la Méditerranée, à ce carrefour entre l'Europe et l'Asie. Eh bien, la Turquie restera toujours un pays important. La vraie question, c'est de savoir comment elle va tirer parti de ce qui sortira de cette guerre, dans un ordre mondial qui sera, sans doute, redéfini. Et puis, il y a cette alliance militaire entre le Pakistan et l'Arabie saoudite, dont je crois la plupart d'entre nous essayent encore de comprendre ce que ça veut vraiment dire. Les Pakistanais disent une chose, les Saoudiens en disent une autre. Mais c'est sûr que cette idée d'alliance, alliance est peut-être un mot un peu fort. Disons plutôt cette relation, cet accord entre le Pakistan et l'Arabie saoudite pourrait s'étendre au Qatar, à la Turquie. Je n'ai pas vérifié ces derniers jours, donc peut-être que ça n'a pas abouti, ou au contraire que c'est déjà fait, je ne sais pas. Mais vous voyez cette idée de ce à quoi ressemblerait la région après cette guerre, et de l'ordre qui se met en place à la suite de cette guerre.
Si l'ordre américain se fissure, si les Américains doivent abandonner leurs bases au Koweït, en Arabie Saoudite et au Qatar pour se replier essentiellement sur les Émirats et sur Israël, eh bien, cela laisserait de la place pour un bloc au sein du Moyen-Orient. Et on peut imaginer que ce serait un bloc assez puissant entre la richesse de l'Arabie Saoudite et du Qatar, les capacités militaires des Turcs et des Pakistanais, la taille de la Turquie et du Pakistan et leur position stratégique là où ils se trouvent. Je veux dire, ça fait quand même un bloc assez redoutable. Mais est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que je suis trop enfermé dans une mentalité du XXe siècle? Est-ce que je suis dans ma tête en train de rejouer Axis and Allies, tu vois, plutôt que, je sais pas, la version à laquelle on jouerait sur son téléphone aujourd'hui? Oui, c'est ça. Est-ce que je répète encore cette façon de penser du XXe siècle en regardant tout ça et en essayant de tout remettre en place? Tu sais, je critique tout le temps Kissinger et Brzezinski, toute cette idée d'un grand échiquier mondial. Mais j'y retombe moi-même sans arrêt. C'est comme ça que j'essaie d'analyser la position de la Turquie en ce moment, dans cette logique du grand échiquier. Et c'est sans doute pas la bonne manière de voir les choses. Ouais, je sais pas. Je veux dire, l'échiquier, depuis des millénaires, reste un échiquier. Ce sont juste les règles du jeu qui changent, ici ou là. J'imagine que cette fois, ce ne sera pas différent. Les règles vont simplement changer. Mais une chose que je peux dire avec une assez bonne certitude, c'est que les anciennes règles et l'ancien jeu sont en train d'être détruits sous nos yeux. Et à mon avis, nous ne retrouverons jamais une position de domination comme celle que nous avions le 27 janvier. Oui. Et vous savez, la question que beaucoup se posent à propos de la Turquie, c'est est-ce que la Turquie va rester dans l'OTAN? Parce que vous savez, la Turquie s'est fait repousser depuis toujours quand il s'agit d'entrer dans l'Union européenne. Les Européens ne veulent pas des Turcs dans l'Union. Et la tension, l'hostilité qu'on voit là, vient de ça. Et maintenant, avec tout ce que les Turcs observaient sur la façon dont l'OTAN agit, sur la manière dont les Européens se comportent, est-ce que les Turcs ont encore envie de faire partie de tout ça? Quel avantage retire-t-il vraiment du fait d'être membre de l'OTAN? Alors, bien sûr, faire partie de l'Alliance américaine et bénéficier du soutien des États-Unis, je pense que les Turcs y voient encore un intérêt. Donc je ne crois pas que la base aérienne d'Incirlik va fermer de sitôt. Contrairement à ce qu'on a pu voir, par exemple, avec la base du Prince Sultan ou d'autres installations de ce genre. Mais, vous savez, oui, tout ça, ce sont, je pense, de grandes questions très intéressantes qui émergent de cette guerre. Bien sûr, il faut d'abord qu'on arrive à la fin de cette guerre. Voilà. Et maintenant, il faut qu'on se calme un peu, qu'on se rappelle que la guerre, c'est un terrain fertile pour les conséquences imprévues. On ne sait pas à quoi les choses vont ressembler. C'est pour ça que, encore une fois, je conseillerais aux Iraniens d'y aller doucement, de faire preuve de patience stratégique, de suivre le plan qu'ils ont, quel qu'il soit, et de ne pas riposter contre les Israéliens d'une manière qui les ramènerait dans la guerre. Même s'ils ont, je pense, l'avantage en ce moment. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Et pour ma part, je dirais que s'ils en sont là aujourd'hui, s'ils ont aussi bien réussi, c'est justement parce qu'ils ont fait preuve de patience, qu'ils ont suivi un plan et qu'ils ont été très stratégiques dans la poursuite de leurs objectifs politiques. Et je pense que repartir dans une guerre totale, même si c'est possible, parce que bon, imaginons qu'ils fassent, qu'ils dominent les Israéliens et les Américains, qu'ils arrivent à frapper les bases aériennes israéliennes, à détruire l'armée de l'air d'Israël. Admettons que ça se passe aussi bien que ça pour les Iraniens. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils en retirent vraiment? Qu'est-ce qu'ils obtiennent de plus que s'ils faisaient preuve de patience? En même temps, j'aurais peur
que si on en arrive à ce point où ils dominent, ce soit justement le moment où les Israéliens décident d'utiliser une arme nucléaire. Eh bien oui, là on entre dans tout un autre scénario. Oui, je sais. C'est tout un autre sujet, mais c'est une vraie préoccupation. Et sur la table, en plus de certains rapports récents, il y a cette information selon laquelle le Pakistan aurait remis une arme nucléaire à l'Iran. On verra bien ce qu'il en est. Peut-être que ce n'est qu'une rumeur complètement infondée. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est pour ça qu'ils sont si sûrs d'eux en ce moment. Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui reste possible. Oui, les Pakistanais disent depuis des années qu'ils pourraient donner une arme nucléaire à quelqu'un. La vendre, la donner, peu importe. Enfin, oui, clairement. Vous savez, les Saoudiens affirment que le parapluie nucléaire pakistanais les protège. Je ne crois pas avoir jamais entendu les Pakistanais dire ça. Mais bon, il y a toutes sortes de choses dans cette histoire. Moi, je pense que les Turcs finiront par se doter d'une arme nucléaire. Franchement, je ne vois pas comment, quand on est la Turquie, on ne finit pas par en avoir une, après tout ce qu'on a vu ces dernières années. Tu sais, quand on regarde tout ce qui s'est passé, on se dit qu'on ne peut pas s'opposer à Israël. Pourquoi on ne peut pas s'opposer à Israël? Parce que Israël a l'arme nucléaire. C'est ça au fond. Et aussi, à cause des complications que la relation avec l'Amérique entraîne. Mais bon, peut-être qu'un jour tu prends tes distances avec les Américains, tu obtiens l'arme nucléaire, tu rejoins les BRICS, tu vois, et là, tu vois la Turquie agir et se comporter d'une manière qu'on n'aurait jamais vue si elle avait gardé sa relation avec les États-Unis, si elle était restée bien ancrée dans l'OTAN, et si elle n'avait pas obtenu l'arme nucléaire. Je veux dire, c'est ce que je conseille aux Turcs de faire. Oui, il y a tellement de choses ici. Oui, on devra vraiment y revenir, parce que c'est un sujet que j'aimerais approfondir à l'avenir. Mais pour l'instant, je te remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui, et on vous remercie aussi, vous tous, d'avoir été avec nous. Merci. Merci, Danny. Et merci à vous aussi. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait avant de partir. On a hâte de vous retrouver dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille boursier. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Hit that like button and share this with somebody you love.